Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite série de vidéos sur la radioactivité. Donc ça, c'est le premier cours qui va nous parler des rayonnements X et des rayons gamma. Donc la première partie sur les rayons X, pardon, est pas très compliquée. On nous explique un schéma où on met des électrons en tension pour qu'ils aillent interagir avec une anode et par deux systèmes de fonctionnement, l'interaction de ces électrons avec l'anode va pouvoir créer des rayons X. Donc la première qu'on nous explique ici, c'est l'émission de freinage. C'est qu'en arrivant, il va y avoir une perte d'énergie des électrons qui arrivent au contact de l'anode et qui vont émettre des rayons X. Donc là, on nous parle de champ continu. Donc le changement de trajectoire produit un spectre d'énergie continue. C'est qu'en arrivant, les électrons ici vont perdre une énergie qui va être comprise entre 0 et l'énergie maximum et l'énergie de ces électrons. Donc du coup, on a un champ continu à ce niveau-là. C'est ce qui est représenté par ce grand triangle bleu. Et la deuxième source de rayons X de la part de ces électrons sont l'émission de photons de fluorescence, pardon. Donc ça va être les rayonnements électromagnétiques, c'est les photons qui vont rentrer en contact avec certains électrons qui vont passer sur une couche supérieure et qui, en redescendant sur une couche inférieure, vont émettre un rayonnement, un rayon X, un photon. Et donc ça, c'est la deuxième type d'émission de rayons X. Donc là, on parle bien des rayons X. Et cette émission de rayons X par fluorescence, c'est quelque chose qui est discontinu parce qu'il va dépendre des couches électroniques de l'atome en question. Donc ici, c'est un anode à Z élevé, on nous parle de tungstène essentiellement. Et donc, du coup, c'est quand on va, en fonction des couches électroniques, des électrons vont rentrer en contact avec d'autres électrons en émettant des photons. Ça va passer une énergie supérieure pour les électrons sur cette couche-là. Et donc, du coup, quand ils vont rétrograder de couche, ils vont émettre un rayon X. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a d'un côté un spectre d'émissions continues et de l'autre des émissions discontinues, des émissions discrètes qui vont dépendre des couches énergétiques. Et là, c'est l'émission de freinage qu'on voit en grand triangle bleu. Donc là, je passe vite parce que moi, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Là, on nous explique en fait que donc, dans le schéma, on voit qu'il y a plusieurs parties et on voit qu'en fait, même s'il y a une belle quantité de rayons X qui vont être émettre ici, entre le moment où ils vont devoir quitter l'anode, le moment où ils vont devoir passer le foyer optique et passer entre la fenêtre de collimation limite de la dimension du rayon X, ben, en fait, on va avoir une grande perte de la part des rayons X émis. C'est que déjà, on nous dit que 99% des rayons X sont de la chaleur, mais on voit que malgré les 1% qui restent, en fait, on a besoin d'avoir un niveau d'énergie suffisamment grand pour que ces rayons X puissent être émis. Donc du coup, on voit que tout ce qui va être entre 0 et 20, c'est quoi en termes d'énergie, ça doit être électronvolts, ben, ne va pas pouvoir être émis. C'est uniquement s'il y a une énergie supérieure à ce 20. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Il suffit de s'y pencher un peu, de lire, de faire un peu attention, mais c'est pas bien compliqué. Donc du coup, pour la deuxième partie, qui est un peu plus intéressante et un peu moins facile, elle va concerner la radioactivité par interaction électromagnétique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'électromagnétisme? On l'a vu un peu en UE3, ça va être l'interaction des photons avec la matière. Donc ces photons, ben, on va voir qu'il y a les photons alpha, bêta, enfin les particules alpha, particules bêta, photons gamma. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, ça va être les rayons gamma. Donc qui sont des photons, c'est pour ça qu'on parle d'interaction électromagnétique. Donc c'est des photons qui vont devoir interagir avec la matière. Comment sont produits ces photons? Ces photons, ils sont produits lors de la désintégration de noyaux. Donc là où d'habitude on parle essentiellement de couches électroniques d'électrons, là ce sont des noyaux qui vont se désintégrer. Donc c'est ça qui est particulier et qui vont produire ces rayons gamma. Donc excès d'énergie interne du noyau, c'est un noyau métastable, il va se désexciter et émettre des rayons gamma. Donc tac, tac, tac. Donc là, je crois qu'on nous explique la différence. Les rayons X prennent leur énergie au sein du cortège électronique, contrairement aux rayons gamma qui, eux, prennent leur énergie de la désintégration d'un noyau.
Donc, ces photons résultent des transitions des nucléons entre des niveaux d'énergie parfaitement définis, modèle quantique du noyau. L'énergie est discrète, d'où le spectre discret des raies d'origine nucléaire. Donc voilà, on nous explique en fait que ça va être le même euh, processus ou un processus similaire à la fluorescence des couches électroniques avec les électrons du coup, mais sauf que là, ça va concerner le noyau. C'est les nucléons qui vont avoir des niveaux d'énergie et en se désexcitant ou en s'excitant, ils vont absorber ou émettre des rayons gamma. Donc ces rayons gamma qui sont produits par la désexcitation du noyau, à quoi ils peuvent servir? Alors en fait, on va voir qu'ils peuvent être vachement utiles en médecine d'un point de vue général. C'est pour ça qu'il y a une grande partie de la médecine qui s'appelle la médecine nucléaire, qui est en partie liée à l'étude de ces rayons. Et donc, ça peut être la scintigraphie, qui est une imagerie. Donc, c'est-à-dire c'est une manière d'avoir des images de l'intérieur du corps qu'on ne peut pas avoir à l'œil nu. Et la deuxième, ça va être la radiothérapie. Donc, ça, on imagine qu'en fait, c'est des rayons qui vont être assez corrosifs, des rayons qui vont attaquer différentes structures. Et donc, à la fois, ça peut être très dangereux. Par exemple, dans les grandes catastrophes nucléaires, les rayons gamma ont causé pas mal de dégâts. Par contre, quand ils sont localisés, quand on sait les utiliser, en fait, on peut s'en servir pour soigner des personnes. Si on arrive à localiser une émission de rayons gamma sur une tumeur, ça permet de pas opérer. Enfin, voilà, c'est qu'on imagine qu'il y a plein d'utilités qui vont pouvoir être liées à ces caractéristiques d'attaque de ces rayons, à ces caractéristiques de destruction, quand ils sont utilisés contre souvent des tumeurs qui permettent d'éviter une chirurgie ou d'éviter de chimiothérapie trop lourde. Donc, interaction des rayonnements électroniques magnétique ionisant avec la matière. Donc là, on va s'intéresser à la manière dont ces rayons vont interagir avec la matière. On n'aura pas le temps de tout faire parce que c'est un peu long, mais on va voir jusqu'à où on peut aller. Euh, donc ça, on s'en fout un peu. Alors, la première chose, c'est l'atténuation. C'est que ces rayons, ils vont être émis, mais à quel moment ils vont être atténués? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont être atténués? Donc, on nous dit que si un rayon monoénergétique traverse un milieu homogène, l'intensité I des photons qui traversent l'épaisseur X sans interaction décroît selon une loi exponentielle. Donc là, ce qui est très important, c'est sans interaction. C'est-à-dire qu'ils vont juste traverser une matière sans interagir avec les électrons ou les atomes de la matière qu'ils traversent. Et on voit que l'énergie I à un point donné va dépendre de I0 multiplié par un coefficient linéique qui va dépendre du type de matière multiplié par l'épaisseur de cette matière-là. Donc, bon, là, on nous définit un peu qu'est-ce que représente ce coefficient linéique, qui est la probabilité pour un photon de subir une interaction par unité d'épaisseur de matière traversée, à ce moment-là qu'il la stoppera, et que ce coefficient linéique dépend de la nature de la matière et de l'énergie de base du rayon incident. Donc là, ensuite, on utilise cette formule et on voit qu'on trace un graphique, hein, c'est une exponentielle décroissante. Donc on arrive sur ce graphique-là. Donc là, on nous parle de couche de demi-atténuation. Donc cette couche de demi-atténuation, ça va être l'épaisseur du matériel pour que l'incidence de mon faisceau soit divisée par 2. Donc, une couche de demi-atténuation correspond à I0 divisé par 2. Donc là, il y a pas mal de transformations qui ne sont pas très compliquées, où en fait on récupère I1, I de base sur I0, qui correspond du coup à 1 sur 2, parce que I0 égale I1 fois 1 demi, euh, qui correspond du coup à l'exponentielle du coefficient linéique moins une couche de demi-atténuation. Donc du coup, quand on isole juste ces deux parties-là, 1 sur 2 égale E moins coefficient unique fois CDA, qu'on met ln pour enlever l'exponentielle, on se retrouve avec moins coefficient unique CDA sur ln de 2. Donc du coup, sur ln 1 sur ln de 2, du coup, on inverse les moins. Et donc du coup, on arrive à cette formule. On nous donne que le coefficient de demi-atténuation est égal à ln de 2 sur le coefficient linéique. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Euh, Ça, par contre, ça fait pas mal l'objet de questions au concours. Donc du coup, c'est à bien comprendre, mais je crois qu'elle est plus détaillée dans le cours d'après. Mais en gros, il faut comprendre qu'on a une couche de demi-atténuation qui va correspondre
à la couche pour que l'intensité d'un rayon électromagnétique soit divisée par deux. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'interaction des rayonnements électriques avec la matière. Donc, on va nous parler de deux grands types d'interactions. La première, ça va être l'interaction sans énergie, parce qu'on aura le temps de faire que ça. Donc, l'interaction sans énergie qui s'appelle élastique. Et la deuxième, ça va être l'interaction avec échange d'énergie, qui va être inélastique, dit de Compton. Donc, la première, ça va être la diffusion élastique. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est qu'on a notre rayon gamma. Donc là, bien faire attention entre photons et électrons. Ça, on peut souvent se tromper un peu, mais donc les rayons électromagnétiques sont des photons. Donc la première, c'est que la diffusion élastique sans échange d'énergie. L'effet Thomson, c'est soit il va y avoir ce rayonnement électromagnétique qui va venir rebondir sur un photon, sur le noyau, d'accord? Ou alors sur un électron de couche superficielle. Donc, effet Thomson, c'est le fait que notre photon rebondisse soit sur le noyau, soit sur un électron de couche superficielle. Donc, il n'y a pas d'échange d'énergie, mais il y a un changement de direction. Le deuxième type d'échange élastique, donc sans échange d'énergie, c'est l'effet Rayleigh. Rayleigh, et c'est juste un électron de couche profonde. Donc du coup, si on résume les échanges élastiques, couche profonde Rayleigh et couche superficielle et noyau, Thomson, changement de direction, mais pas d'échange d'énergie. Le photon garde la même énergie qu'à l'initiale. Parce que dans les échanges inélastiques, comme l'effet Compton qu'on va voir après, là, pour le coup, il y a un échange d'énergie. C'est que notre photon arrive avec une énergie E, il va interagir avec un électron et il va donner à cet électron en fonction de l'angle de diffusion. Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'angle ici. C'est que donc, je vais montrer avec le curseur. L'électron arrive ici, le photon arrive ici, il arrive sur un électron. En fonction de l'angle de diffusion de l'électron, le photon va lui transmettre une certaine énergie. Donc là, l'énergie cinétique, ça va correspondre à l'énergie cinétique qui va être donnée, l'énergie cinétique qui va être donnée par le photon à l'électron ici. Donc cette énergie cinétique, elle va correspondre à l'énergie du photon à laquelle on soustrait l'énergie du deuxième photon, enfin du photon qui va être dévié par cet échange, soustrait à l'énergie de liaison. C'est que pour pouvoir décrocher l'électron et qu'il parte selon un certain angle, il va falloir décrocher les liaisons et la force qui lie l'électron à son noyau. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a l'énergie de notre électron diffusé selon cet angle-là. L'angle comme ça, je ne sais plus quel est le symbole grec. Il va être, il va correspondre à l'énergie du photon incident moins l'énergie du photon diffusé moins l'énergie de liaison. Et donc, en prenant cette formule, on arrive à la transformer, tac, 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 pour faire rentrer en compte cet angle-là, l'angle de diffusion du photon. Et pareil, en changeant par quelques formules, on a, donc c'est vraiment très simple, hein, tout est vachement bien détaillé ici, c'est qu'on transforme cette énergie en Hc sur la longueur d'onde. On inverse on fait rentrer ça dans les calculs. Comme on est au dénominateur, on fait changer, on fait passer le delta au-dessus. Le HC, on multiplie de chaque côté de l'équation. Du coup, on arrive à cette formule ici. Comme il y a un C carré là et qu'il y a un C en haut, on enlève. Et on arrive à une constante H sur MC qui est égale à 0,024. Et en fait, on voit que donc cette énergie qui correspond toujours, enfin, cette longueur d'onde, la longueur d'onde, vous savez, qui est inversement proportionnelle à l'énergie. Du coup, plus la longueur d'onde est petite, plus l'énergie de l'électron émis est grand. Et on voit que du coup, cette énergie est dépendante de l'angle de diffusion du photon. Donc là, on nous donne les deux cas extrêmes. Donc, comme le cosinus est égal entre -1 et 1, l'énergie va être la plus grande lorsque le cosinus va être égal à -1, parce que ça fera 1 moins -1, 2, ça fera 0,48, c'est ce qui est dit ici. Donc pour avoir un cosinus égal à -1, il faut qu'on ait un angle de 180 degrés, c'est-à-dire que le photon arrive sur l'électron et repart directement dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on est égal à 0,48, du coup on a une très grande tac, 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 le photon est rétrodiffusé, il repart en sens inverse, c'est là qu'on a le transfert d'énergie le plus fort. Donc ça, c'est la différence d'énergie, c'est l'énergie que va perdre le photon. Et par contre, si on a un angle qui est égal à 0 degré, alors à ce moment-là,
cosinus de cet angle-là est égal à 1. Et donc, du coup, on va avoir une diffusion de l'électron à 90 degrés, alors que là, on avait une diffusion de l'électron à 0 degré. Et à ce moment-là, la perte de l'énergie du photon est la plus grande. D'accord? La perte d'énergie enfin, le gain de l'électron est le plus faible. Le photon garde toute son énergie et continue sa route. Il n'est pas dévié, alors que l'électron est dévié à 90 degrés. Donc voilà, ces cours sur les rayonnements, ce ne sont pas les cours les plus compliqués. Il faut bien faire attention, bien les comprendre, parce qu'une fois qu'on a bien compris, ça s'oublie pas. Voilà, voilà. Donc bon courage pour ces cours, et moi je pense que je ferai une autre vidéo sur le cours d'après.